Mon père a appelé ma sœur son plus beau cadeau et l'a remercié de lui avoir donné 2 petits-enfants parfaits, alors que mon fils, celui que j'ai élevé seul après la mort de mon mari, m'a regardé droit dans les yeux et a chuchoté, « Et moi alors ?» Je ne suis pas partie, j'ai fait trinquer mon verre et j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, mon père a failli s'étouffer avec son champagne. Je m'appelle Isabelle, je viens de Lyon, et j'ai gâché le 40e anniversaire de mariage de mes parents, enfin, tout dépend de qui raconte l'histoire, mais pour moi, je n'ai rien gâché du tout, j'ai juste dit tout haut ce que personne n'avait le courage de dire. Tout s'est déroulé dans un domaine hors de prix en périphérie de la ville, avec des nappes blanches, un quatuor à cordes et assez de cristal et d'argenterie pour vous faire cligner des yeux, c'était tout à fait le goût de ma mère, c'est-à-dire cher et froid, et mon père suivait le mouvement comme il l'a toujours fait. Sandrine, ma sœur, est arrivée de Bordeaux avec son mari et leurs 2 enfants, ils ont eu droit au tapis rouge, ma mère les a accueillis à la porte comme s'ils étaient des célébrités, il y a eu des larmes, des embrassades, et on leur a mis un verre à la main avant même qu'ils ne s'assoient. Je suis arrivée avec mon fils, Théo, 15 ans, calme et d'une intelligence redoutable, mais pour nous, il n'y a eu ni accueil, ni fanfare, mon père à peine levé les yeux de son plateau de gambas, je ne m'attendais pas à autre chose car ça a toujours été comme ça. Sandrine était la perfection incarnée depuis l'enfance, mention très bien au bac, mariée jeune, 2 enfants dans le privé, alors que moi, sans être un raté, j'étais celle qu'il regardait comme un problème insoluble depuis que j'avais perdu mon mari dans un accident de voiture il y a 8 ans. Je suis venue quand même, pour une raison que je n'ai toujours pas identifiée, le dîner était correct, un peu tendu mais gérable, Théo faisait de son mieux pour se fondre dans la masse avec les enfants de Sandrine tandis que je restais discrète. Mais après le gâteau, mon père s'est levé avec une coupe de champagne et s'est raclé la gorge, ce bruit agaçant qui annonçait toujours un discours, il a commencé doucement en parlant d'amour, d'engagement et du temps qui passe, c'était très classique jusqu'à ce qu'il se tourne vers Sandrine. Il a dit que Sandrine avait été leur plus grande bénédiction, que la voir devenir la femme qu'elle est aujourd'hui avait été la joie de leur vie, puis il a regardé ses petits-enfants en disant qu'ils étaient parfaits, l'héritage dont lui et maman avaient toujours rêvé. Ma mère, assise à côté de lui, a levé son verre en ajoutant que Sandrine et sa magnifique famille étaient la meilleure partie de leur vie. Théo ne les a pas regardés, il m'a regardé moi, puis il s'est penché pour murmurer, « Et moi alors ?» Je n'ai même pas ressenti de colère, c'était quelque chose de plus froid que ça, comme le moment où l'on comprend enfin une chose qui vous ronge depuis des années. Je me suis levée, j'ai fait teinter mon verre, tout le monde s'est tourné vers moi et ma mère m'a lancé un petit sourire forcé, s'attendant sans doute à ce que je dise quelque chose de gentil. J'ai dit, je voudrais lever mon verre aux pires parents ici présents, ça y est, vous l'avez enfin dit tout haut, ce qu'on savait tous déjà, Sandrine est votre préférée et nous autres ne sommes que le décor. Quelques personnes ont ri nerveusement en pensant que je plaisantais, mais je ne plaisantais pas, j'ai continué en disant que pendant qu'ils envoyaient des chèques à Sandrine et gardaient ses enfants le week-end, j'élevais mon fils seul. Après la mort de mon mari, ils n'ont même pas demandé comment nous survivions, mais au moins maintenant je sais que ce n'était pas un oubli, c'était un choix. Le silence était irréel, mon père était pétrifié, sa coupe toujours en main, ma mère avait l'air d'avoir reçu une gifle et les membres de la famille me dévisageaient comme si je venais de jeter le gâteau par terre. Puis les commentaires ont fusé, disant que c'était inadmissible de parler ainsi à ses parents, qu'ils avaient fait de leur mieux, que je devrais être reconnaissante et qu'ils m'avaient toujours aimée à leur manière. C'était comme si un mur se refermait sur moi, tout le monde prenait leur défense sauf Sandrine qui ne disait rien, elle ne les défendait pas, elle restait juste assise à me fixer comme si elle voyait un fantôme. Ma mère m'a ordonné de partir, alors je l'ai fait, j'ai dit à Théo de prendre son blouson et nous sommes sortis sans un mot. Sur le chemin du retour, il n'a posé aucune question, il n'en avait pas besoin car il connaissait déjà la réponse. Le lendemain matin, je me suis surprise à fixer la fenêtre de la cuisine en tenant un café froid depuis plus d'1 heure, Théo dormait encore sur le canapé sous un plaid, aucun de nous n'avait eu la force d'aller jusqu'à son lit la veille, nous étions juste vidés. Je ne m'attendais pas à ce qu'on m'appelle et personne ne l'a fait, pas même pour savoir si nous étions bien rentrés, juste par simple décence. Vers 10 heures, on a frappé à la porte, c'était Sandrine, portant encore son manteau de la veille, les cheveux attachés à la va-vite comme si elle n'avait pas dormi. Elle n'a pas attendu qu'on l'invite, elle est entrée et a regardé autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que l'endroit soit plus misérable qu'il ne l'était, elle s'est assise à table en posant ses mains à plat comme pour se stabiliser. Finalement,
elle a dit qu'ils avaient été affreux hier soir, qu'elle n'essaierait même pas de les défendre, qu'elle ne savait pas ce qui leur arrivait mais qu'elle avait vu le visage de Théo et le mien. Elle n'a pas fini sa phrase, c'était inutile. Puis elle m'a confié qu'elle n'avait pas dormi non plus, qu'en rentrant à l'hôtel, nos parents avaient agi comme si de rien n'était, comme si c'était moi qui avais fait une crise de nerfs en public et qui les avais embarrassés sans raison, ils ont même ri de mon côté dramatique. Elle a raconté qu'elle s'était emportée, leur disant qu'ils étaient délirants s'ils pensaient être de bons parents et qu'elle en avait assez d'être l'enfant chéri si cela signifiait qu'ils pouvaient nous traiter, Théo et moi, comme des moins que rien. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti une pression dans ma poitrine, je n'aurais jamais cru qu'elle prendrait ma défense, jamais. Sandrine a demandé si nous allions bien, vraiment, et je lui ai répondu que nous nous en sortions toujours. Elle a hoché la tête lentement, puis a demandé si elle pouvait parler à Théo plus tard, seule à seule, juste pour lui dire quelque chose qui lui éviterait de porter ce poids toute sa vie. Après son départ, je suis restée assise longtemps, j'aurais voulu me sentir mieux, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la facilité avec laquelle nos parents prétendaient n'avoir rien fait de mal, comme si tout cela n'était qu'un coup d'éclat soudain et non le résultat d'années de silence, de mépris et d'indifférence calculée envers tout ce qui ne cadrait pas avec leur image de famille parfaite. Plus tard dans la soirée, ils ont appelé, je n'ai pas décroché la première ni la deuxième fois, à la troisième tentative, j'ai répondu froidement en demandant qui était à l'appareil. Ma mère ne s'est pas excusée, elle n'a même pas dit bonjour, elle a juste demandé comment j'avais pu dire ces choses devant tout le monde, comment j'osais les humilier après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je n'ai même pas argumenté, je lui ai simplement demandé ce qu'elle pensait avoir fait pour moi, et elle a répondu sans hésiter qu'il m'avait laissé vivre dans la dépendance après la mort de Marc pendant presque 3 mois sans loyer, comme si c'était une dette éternelle que je n'avais toujours pas remboursée. Elle occultait le fait qu'ils avaient refusé de se porter garant pour moi quand je n'avais plus rien, qu'ils m'avaient trouvé trop émotive quand je pleurais mon mari, et qu'ils ne voyaient Théo qu'aux anniversaires pour lui glisser une carte cadeau dans une enveloppe recyclée. 3 mois dans leur dépendance, c'était là-dessus qu'ils basaient tout leur héritage moral. Elle a raccroché avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, et c'est là que j'ai compris que rien ne serait réparé par une simple excuse. Je pense que tout le monde a un point de rupture, mais la plupart des gens ne le reconnaissent que lorsqu'il est déjà derrière eux. Pour moi, c'est arrivé entre ce message vocal de mon père et le deuxième mail de ma mère. À ce stade, les dégâts étaient faits, je n'attendais plus qu'ils changent, je décidais simplement de ce que j'allais faire des restes de notre relation. Après le fiasco de l'anniversaire, je m'attendais à un silence radio, mais au lieu de ça, j'ai reçu une avalanche de messages, d'appels manqués, 2 longs mails et même un 3e d'une tante qui avait visiblement reçu une version de l'histoire où j'étais l'agresseur instable. Je n'ai même pas répondu, j'ai tout supprimé. Mon père a laissé un message vocal qui résonne encore dans ma tête parfois, disant que j'avais fait une scène, causé une douleur inutile et surtout, impliqué Théo dans des problèmes d'adultes. Il m'accusait de punir ma sœur parce qu'elle avait une meilleure vie. Et puis, dans la même phrase, il a dit que Sandrine avait toujours dû porter plus de responsabilités parce que je ne savais pas gérer ma propre vie. C'était le moment exact où la porte s'est refermée dans mon esprit, le plus drôle étant qu'il disait cela comme un fait établi, quelque chose d'évident que tout le monde comprenait sauf moi. C'est ce qui expliquait pourquoi il n'avait jamais proposé de garder Théo après la mort de Marc, pourquoi il n'avait jamais demandé si j'avais besoin d'aide quand Théo était malade et que je ne pouvais pas payer les médicaments, pourquoi il n'était pas venu à ses 8 ans parce que le plus jeune de Sandrine avait un spectacle à l'école. J'ai appelé Sandrine ce soir-là pour lui dire que j'en avais fini d'espérer et de faire semblant d'être une famille qui pouvait tout régler autour d'un café, je n'étais plus en colère, j'avais juste terminé. Elle a demandé ce que je voulais dire, et je lui ai expliqué que je ne ferais plus partie de leur vie si je n'étais qu'un personnage de second plan dans une histoire où ils ne célébraient qu'une seule vedette. Je lui ai aussi confié un secret que je portais depuis des années, au cours de la dernière décennie, c'est moi qui les avais aidés plus que je ne l'avais admis. J'ai payé les nouvelles lunettes de papa quand leur mutuelle a changé, j'ai envoyé des paiements anonymes pour régler leur facture d'électricité en retard par 2 fois, j'ai payé leurs courses un hiver où ils étaient à court d'argent. Ils ne demandaient jamais directement, ils laissaient juste planer des sous-entendus, attendant que je propose, et je le faisais toujours par une sorte d'instinct mal placé. Je ne l'avais jamais dit à Théo car je ne voulais pas qu'il grandisse en pensant qu'il faut donner à ceux qui vous ignorent. J'ai donc dit à Sandrine que c'était fini, je ne les aiderais plus ni financièrement,
ni émotionnellement, je ne serai plus le bouc émissaire responsable restant dans l'ombre de l'enfant chéri. Sandrine ne m'a pas contredite, elle a juste dit qu'il était peut-être temps qu'il voie ce que ça faisait d'être seul. Le lendemain matin, les mets ont recommencé, le premier venant de ma mère, un long texte défensif et larmoyant. Elle se disait dévastée par mes paroles cruelles, m'accusant d'avoir déformé la vérité et de les avoir humiliés devant tout leur entourage. Elle énumérait tout ce qu'ils auraient prétendument fait pour moi, l'éducation, le toit sur ma tête, et encore ces fameux 3 mois sans loyer dans la dépendance. Elle l'écrivait comme si ces 90 jours devaient annuler des années de silence. Je fixais l'écran en relisant cette ligne, ils agissaient comme si ces 3 mois étaient un cadeau immense, mais ils ne mentionnaient jamais qu'après ce délai, ils m'avaient donné 30 jours pour déguerpir en disant que je devais voler de mes propres ailes, alors que Théo n'avait que 6 ans, que j'étais en plein deuil et que je cumulais 2 emplois à mi-temps sans mode de garde. Cette partie-là ne figurait jamais dans leur version de l'histoire. En bas du mail, elle avait écrit que j'étais leur fille que je le veuille ou non, et que cela ne changerait pas juste parce que j'étais en colère, mais je n'étais pas en colère, j'étais lucide. Pour la première fois de ma vie, je voyais tout pour ce que c'était vraiment, et je ne comptais pas faire marche arrière. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis plus d'1 semaine, Sandrine et moi échangions quelques messages brefs, Théo était devenu silencieux lui aussi, mais d'une manière différente, il observait, il regardait comment je gérais la situation, attendant sans doute de voir si j'allais craquer ou leur pardonner comme je le faisais toujours. Puis en milieu de semaine, Sandrine est revenue chez moi, elle n'a pas frappé, elle est entrée et m'a appelé. Elle était dans la cuisine avec un dossier épais devant elle et un regard étrange, elle a fait glisser le dossier vers moi, c'était une copie du testament de nos parents. Elle m'a expliqué qu'elle avait eu un pressentiment après l'anniversaire et qu'elle avait demandé à le voir, elle n'aurait jamais cru qu'ils mettraient leur favoritisme par écrit, mais ils l'avaient fait. J'ai feuilleté les pages lentement, la maison, les économies, la voiture, l'assurance vie, tout allait à Sandrine, et pas seulement une majorité, absolument tout. Mon nom n'était mentionné qu'une seule fois pour un petit don financier sans montant précis, rien pour Théo, aucun souvenir de famille, pas même une ligne sur le partage des objets sentimentaux. Sandrine m'a raconté qu'elle les avait confrontés, qu'elle avait dit à maman qu'elle était choquée et dégoûtée par cette exclusion flagrante. Ma mère n'avait pas hésité en répondant qu'Isabelle n'était pas stable, qu'elle ne saurait pas quoi en faire et qu'elle avait toujours eu besoin d'aide, contrairement à Sandrine en qui il pouvait avoir confiance. C'est ce mot qui m'a marqué, stable, comme si mon deuil et mes difficultés de mère célibataire veuve faisaient de moi une assiette brisée qu'il ne savait pas où ranger. Sandrine m'a dit qu'elle avait perdu son calme, qu'elle avait fait ses valises et quitté leur hôtel pour s'installer dans une location de courte durée à l'autre bout de la ville, elle réalisait enfin que je n'étais pas excessive, j'avais tout simplement été effacée. Elle a ensuite sorti une lettre manuscrite de son sac, une sorte d'offre de paix qu'il l'avait chargée de me remettre en disant que si je l'acceptais, les choses pourraient redevenir normales. Je ne l'ai même pas ouverte, je l'ai déchirée en 2 et jetée à la poubelle. Sandrine ne m'a pas arrêtée, elle a juste murmuré, « Très bien ». Nous sommes restés en silence un moment, puis elle m'a annoncé qu'elle allait réviser son propre testament avec un avocat, sans les consulter, pour s'assurer que tout soit partagé équitablement quoi qu'il décide, ajoutant que si jamais il changeait encore les choses dans son dos, elle renoncerait à sa part pour que je reçoive la moitié. Je ne savais pas quoi dire, j'avais toujours supposé qu'elle profitait de ce favoritisme, mais il s'avérait qu'elle le détestait tout autant, elle n'avait juste pas réalisé l'ampleur des dégâts avant de les voir écrits noir sur blanc. Plus tard cette nuit-là, mon père a appelé d'un numéro inconnu, j'ai répondu sans réfléchir et j'ai tout de suite regretté. Il ne criait pas, il avait l'air prudent, disant qu'il savait que Sandrine était venue et qu'elle disait des choses qui ne lui ressemblaient pas. Je suis restée silencieuse alors qu'il continuait en affirmant qu'il n'avait jamais voulu me blesser, qu'il pensait juste que j'étais occupée, indépendante et que Sandrine était simplement plus disponible. Puis il a lâché qu'il ne savait pas comment m'aider après la mort de Marc, que j'avais changé et que j'avais pris mes distances, leur laissant croire que je ne voulais plus d'eux. J'ai attendu avant de lui répondre que le deuil n'était pas livré avec un manuel d'instruction, et que même si c'était le cas, il n'aurait jamais conseillé d'ignorer sa fille et son petit-fils pendant 10 ans. J'ai ajouté que je ne voulais plus de relation avec eux, pas sous cette forme où j'étais tolérée et non aimée, où chaque geste était assorti de conditions. Il n'a pas lutté, il a juste dit qu'il pensait avoir fait de leur mieux, et j'ai conclu en lui demandant s'il y croyait vraiment. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon compte bancaire et j'ai vu un virement en attente de plusieurs milliers d'euros venant d'eux,
je l'ai refusé sans hésiter, c'était la première fois que je ne me sentais pas coupable de dire non. Après ce refus, j'espérais qu'ils accepteraient enfin mon silence pour ce qu'il était, une limite et non une menace, mais au contraire, cela les a fait paniquer. Les messages de ma mère étaient remplis de poésie sur la famille et le pardon, elle traitait tout cela de malentendu, écrivant que les familles s'effondraient quand on s'accrochait à la douleur, ce qui résumait parfaitement sa vision des choses. Je ne souffrais pas, je surréagissais. Les messages vocaux de mon père étaient plus graves, il semblait fatigué et a fini par avouer ce qu'il cachait depuis le début, ils avaient besoin d'aide. Ils étaient en retard sur leur prêt immobilier, avaient réhypothéqué la maison, leurs économies étaient épuisées et les factures médicales s'accumulaient. Pour la première fois, ils ne pouvaient plus feindre que tout allait bien, et soudain, toutes leurs petites allusions prenaient sens, ils comptaient sur moi en silence. Mais cette fois, je n'ai pas répondu. Puis, ils ont fait l'erreur d'appeler Théo. J'étais dans la cuisine quand il est arrivé avec son téléphone comme s'il tenait une araignée, me disant que grand-père avait laissé un message. Je lui ai demandé s'il l'avait écouté, il a secoué la tête avant de me demander avec hésitation si nous allions devoir nous occuper d'eux un jour. Cela m'a touché plus que tout le reste, je l'ai assis et je lui ai dit la vérité, ce n'est pas parce que quelqu'un est de ta famille qu'il a le droit de te traiter n'importe comment en attendant ta loyauté, l'amour est un cadeau, pas un salaire, et si les gens refusent d'être là pour toi pendant des années, tu ne leur dois rien quand les rôles s'inversent. Je lui ai dit qu'il ne devait jamais se sentir coupable de se protéger, et j'ai vu une sorte de compréhension paisible s'installer sur son visage. Le soir même, Sandrine a appelé, elle était allée les voir et m'a décrit une maison sombre et silencieuse, mon père avait l'air de ne pas avoir dormi. Elle leur avait dit franchement que j'en avais fini et qu'elle commençait à comprendre pourquoi, ajoutant qu'elle ne les aiderait plus non plus à moins d'une réelle prise de responsabilité et d'une honnêteté totale. Elle leur a reproché de m'avoir fait me sentir exclue et d'avoir prétendu être impliquée alors que je me débattais seule. Apparemment, ma mère a pleuré sans bruit, et mon père est resté prostré, réalisant enfin la profondeur de la blessure. Avant de partir, ma mère lui avait demandé si je leur pardonnerais un jour, et Sandrine avait répondu qu'elle n'en savait rien et qu'il n'avait pas le droit de lui poser la question. Cette nuit-là, je me suis sentie libre, pour la première fois, c'était eux qui habitaient la solitude qu'ils m'avaient toujours réservée. Un mois a passé dans un silence intentionnel, sans pression ni raccourci forcé, jusqu'à ce qu'une lettre manuscrite de mon père arrive. Son écriture était tremblante et le texte était dépourvu de fioritures ou d'excuses bidons, il admettait qu'il s'était trompé pendant des années, prenant mon silence pour de la force alors que c'était de la survie. Il confessait qu'ils ne m'avaient pas vraiment regardé, ne m'avaient jamais demandé qui je devenais et qu'ils avaient simplement supposé que tout allait bien pour ne pas avoir à s'inquiéter. À la fin, il proposait un dîner en famille, sans champagne ni discours, juste pour écouter, précisant que si je ne venais pas, il comprendrait. J'ai relu cette lettre plusieurs fois, elle semblait différente, sans pression. J'en ai parlé à Théo qui a demandé si on y allait pour nous ou pour eux, et j'ai décidé d'accepter. Sandrine a organisé le repas chez elle pour que le terrain soit neutre, elle nous a accueillis chaleureusement et à l'intérieur, mes parents semblaient avoir vieilli de 10 ans, dépouillés de leurs rôles habituels. Le dîner a commencé calmement, on a parlé des cours de Théo et du nouveau chien de Sandrine, puis sans prévenir, mon père a posé ses couverts et m'a dit qu'il n'avait pas été de bons parents, qu'il n'avait pas été là quand ça comptait et qu'il m'avait laissé porter mon fardeau seul pour ne pas être mal à l'aise. Il s'est tourné vers Théo pour s'excuser aussi, admettant qu'il méritait des grands-parents et non des étrangers. Ma mère a ajouté d'une voix douce qu'elle pensait montrer de l'amour, mais que si je ne l'avais pas ressenti ainsi, alors elle s'était trompée. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était réel. Je n'ai pas dit que je leur pardonnais, j'ai juste hoché la tête en laissant ces paroles exister dans la pièce. Après le dessert, dans la cuisine avec Sandrine, elle m'a demandé si c'était le début de quelque chose de vrai, et j'ai répondu que pour la première fois, ils avaient écouté, ce qui était déjà énorme. Elle m'a regardé longuement avant de me dire que j'étais la personne la plus forte qu'elle connaisse et qu'elle détestait que j'ai dû l'être. Nous n'avons pas pleuré, nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous étions juste deux sœurs ayant grandi dans la même maison mais ayant vécu dans deux mondes différents, enfin assises à la même table, non pas parce que tout était réparé, mais parce que nous étions enfin honnêtes.